Merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 18h. Les représentants des bureaux régionaux du Haut Conseil islamique de Badiankara, San, Taoudeni, Kita, Koutiala, Tombouctou et Bougouni sont à Bamako pour un atelier d'échange initié par le Bureau exécutif national du Haut Conseil islamique en collaboration avec l'UNICEF sur les droits des enfants. C'est dans cette dynamique que les délégués régionaux ont été invités par le président du Haut Conseil islamique du Mali, Assid Chérif Ousmane Madane Aïdara, à son domicile à Bangoni-Dianguiné-Bougou, autour d'un cadre dînatoire pour faire le point par rapport à cet atelier au profit d'un islam tolérant et de paix. Suivons. En marge de l'atelier d'échange initié par le Bureau exécutif national du Haut Conseil islamique, en collaboration avec l'UNICEF sur les droits des enfants, le président de la fêtière islamique du Mali, Seyada Chérif Ousmane Madane Aïdara, a reçu à son domicile de Bangoni-Dianguiné-Bougou les délégations des bureaux régionaux de la fêtière de Badiangara, San, Taoudeni, Kita, Koutiala, Tombouctou et Bougouni. C'est Baba Oulboumama, représentant du Haut Conseil islamique du Mali. Alhamdulillah, nous sommes venus ici pour une rencontre, un atelier avec UNICEF sur les droits des enfants. Donc sur les droits des enfants, donc alhamdulillah, le Haut Conseil islamique du Mali, organisé en collaboration avec l'UNICEF, pour nous guider, nous donner les idées, c'est-à-dire la Convention internationale des droits des enfants. Donc on voulait, c'est-à-dire nous apprendre de nous montrer, c'est-à-dire les droits des enfants selon l'UNICEF et selon l'organisation internationale. Donc maintenant avec l'islam, comme le Haut Conseil islamique du Mali, vont faire une synthèse de leur convention et ce qui est collaborer avec l'islam et ce qui est, c'est-à-dire ce qui peut marcher avec l'islam. On va faire une synthèse pour montrer ça dans le public, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc après la première journée qui est aujourd'hui, donc le président du Haut Conseil islamique du Mali nous a invités chez lui pour faire un petit échange selon, c'est-à-dire l'islam et ce qui se trouve dans les problèmes en majorité dans l'islam au Mali. Donc on a fait une petite rencontre avec le président. Donc on nous a montré beaucoup de choses. Nous a montré aussi les chemins qu'on devrait prendre pour faire rassembler, réunir tous les musulmans ensemble pour qu'on puisse travailler ensemble. Pour que le Haut Conseil islamique du Mali, ça sera une organisation d'union de tous les musulmans du Mali. Donc, alhamdulillah, c'est-à-dire, selon moi, on a besoin de réunion sacrée. Selon le Coran, lorsque le Coran dit il faut se réunir, tout le monde, tous les musulmans, c'est-à-dire sur le même chemin de Allah. Donc ce que je lance à tous les musulmans du Mali, que ce soit qu'on laisse tous les différents à côté pour qu'on réunisse, travailler ensemble pour Dieu, un seul Dieu. Après des échanges fructueux, notamment sur la tenue de cet atelier au profit d'un islam pacifique et tolérant, son éminence Seyada Chérif Ousmane Madane Aïdara a offert un cadre dînatoire aux délégations venues de Bandiagara, San, Taoudeni, Kita, Koutiala, Tombouctou et Bougouni.
Et restons à Bangouni Djangnebou où les Ansars de la sous-section de Kativille ont rendu visite au président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansars, Assid Chérif Ousmane Madani Aïdara, lui faire des bénédictions et solliciter ses sages conseils et bénédictions étaient entre autres les points saillants de cette visite tenue ce mercredi 28 janvier dans la mosquée chérifienne. Suivant. Ils sont majoritairement femmes, hommes, jeunes et vieux. Ils sont des Ansars. Ils sont venus des 12 comités de la sous-section de Kativille. C'est dans une atmosphère festive qu'ils sont reçus dans la grande mosquée chérifienne à Bangouni Djangnebou. Par la présente, ces militants Ansars, à l'image des années précédentes, sont venus solliciter les sages conseils et bénédictions du président de la Fédération islamique du Mali, Assid Chérif Ousmane Madani Aïdara. C'est juste pour magnifier notre amour et notre respect envers la famille chérifienne. Comme le dit le Coran et les hadiths authentiques, je ne vous demande pas de salaire, rien que aimer ma famille. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là, pour magnifier vraiment cette reconnaissance envers la famille chérifienne. Donc vraiment nous sommes très ravis avec la masse qui était là, avec la bénédiction vraiment formulée par Chérif Ousmane Madani Aïdara. Nous savons que tout va changer vraiment positivement, Inch'Allah. Selon les visiteurs, c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui les anime suite à cette rencontre avec le guide spirituel de Ansars. Occasion idoine pour eux d'afficher leur satisfaction. Dans la foulée, le guide spirituel de Ansars recevra un Saint-Coran et une bague de main en guise de reconnaissance. Nous retournons très satisfaits, voire même Chérif Ousmane Madani Aïdara ou un membre de sa famille. C'est déjà une bénédiction reçue. Donc en effet que vraiment nous réjouir, c'est un sentiment de joie qui nous anime. C'est comme on dit un agrément sans nom, on ne peut même pas expliquer. Donc en effet que souhaiter vraiment une longue vie à Chérif Ousmane Madani Aïdara, à sa famille. Rebondissant de la même veine, les différents intervenants disent être en devoir de reconnaissance au guide spirituel de Ansars, grâce aux efforts de qui ils ont embrassé le chemin de l'islam authentique et pacifique. Ils ont conclu les propos en demandant au président de la Fédération islamique du Mali des bénédictions. Nous sommes reconnaissants aussi avec la famille chérifienne. À chaque fois quand on vient ici, ils nous accueillent chaleureusement ici. Vraiment, on ne sait même pas comment dire. Le mot me manque vraiment. Très satisfait. Ce que le guide nous a fait comme bénédiction, et on est sûr, c'est pourquoi nous sommes venus. Car sa bénédiction, quand même, vraiment, ça ne tombe pas. On est sûr quand même d'ici l'année prochaine, et toutes nos vœux seront souhaités. Le guide là est notre œil aujourd'hui dans le monde entier. On lui souhaite longue vie, et avec toute la famille chérifienne aussi. Pour sa part, le président de la Fédération islamique du Mali s'est montré tout heureux de recevoir cette délégation des Ansars venus en nombre suffisant de la sous-section de Kativille. S'adressant à l'assistance, il a fait un rappel sur la bonne pratique de l'islam fondée sur le respect des principes, notamment les serments d'allégeance à l'islam. Un instant de solennité est aussi accordé aux fidèles pour des aspirations personnelles. Le tout conclu par des bénédictions. Les travaux de la rencontre se sont déroulés dans un cadre d'échange fructueux, ponctué par des précieux conseils et la prestation de Bayatul Islamia. Autre visite dans ce 18h, des délégations Ansars de Boadjé et Fana ont rendu visite au président du Haut Conseil islamique du Mali, son éminence Assid Chérif Ousmane Madani Aïdara. Les travaux de cette visite se sont déroulés ce mercredi 28 janvier 2026 dans la grande mosquée chérifienne. Reportage Samaïra Sanou et Baba Keita. Ces délégations sont composées de militants Ansars venus de Boadjé et Fana. Ils viennent ainsi de rendre visite au guide spirituel de Ansars, Assid Chérif Ousmane Madani Aïdara, venir lui témoigner de leur affection par la formulation des bénédictions tout en sollicitant ces sages conseils sont les modules réels de cette rencontre. Les visiteurs ont tenu à l'endroit d'Assid Chérif Ousmane Madani Aïdara des propos de reconnaissance. Nous sommes venus lui reconnaître tous les mérites qu'ils nous ont fait par rapport à l'évolution positive du développement
développement social et économique de notre village. Vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui par rapport à cette visite de Kourazzi. Nos militants qui sont à l'extérieur, Côte d'Ivoire, Congo, et Guinée équatoriale, surtout à l'intérieur du Mali, notamment à Bamako, dans les différents quartiers de Bamako, ont répondu présent massivement par rapport à cette invitation. Vous avez vu l'affluence, c'était vraiment massif et puis on était très contents par rapport à la mobilisation. Nous formons le vœu au guide et à toute sa famille, longue et heureuse vie au guide et à sa famille. Merci beaucoup. L'instant a été propice pour les visiteurs de tenir des propos de reconnaissance et d'encouragement à l'égard du guide spirituel de Zansar, à Seydou Chérif Ousmane Haïdara, qui œuvre au quotidien pour le grand bonheur et le bien-être de l'humanité toute entière. Pour sa part, Seydou Chérif Ousmane Haïdara s'est dit comblé de joie et de satisfaction suite à cette visite de grande portée humanitaire et spirituelle. Les travaux de la rencontre se sont déroulés dans un cadre d'échange fructueux, ponctué par des précieux conseils et sainte bénédiction d'Assir du Chérif Ousmane Haïdara. La prestation des 6 serments de Baitul Islamia a mis fin aux travaux. Actualité sur un tout autre plan, l'autorité de protection des données à caractère personnel du Mali a célébré la journée internationale de la protection des données personnelles au sein de ses locaux situés au quartier du Fleuve. La célébration de cette journée vise à sensibiliser les citoyens sur l'importance de protéger leurs données personnelles et à les informer de leurs droits en la matière. La PDP compte renforcer ses actions de sensibilisation et intensifier les missions de contrôle pour garantir la protection des données personnelles au Mali. À cette occasion, le président de la PDP a délivré un message important sur l'importance de protéger les données personnelles. Voyons ensemble. À cette occasion solennelle, je m'adresse à vous au nom de l'autorité de protection des données à caractère personnel pour vous parler d'un sujet qui concerne chacun d'entre nous, la protection de notre vie privée à l'ère du numérique. Dans un contexte marqué par une révolution numérique exponentielle, l'usage des données personnelles est devenu omniprésent dans notre quotidien. TIC, services publics, santé, finances, photos et vidéos, opinion, localisation, ainsi de suite. Leur protection est aujourd'hui un enjeu majeur de souveraineté, de sécurité et de respect des droits fondamentaux. Chers compatriotes, permettez-moi, au nom de l'APDP, d'exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités de notre pays, notamment à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son sens de l'écoute, son accompagnement constant et son engagement résolu en faveur du renforcement du cadre juridique et institutionnel de la protection des données à caractère personnel, conformément aux réalités du Mali, tout en respectant les standards internationaux. Grâce à cette volonté affirmée, notre pays veille à ce que le développement du numérique se fasse dans le respect de la dignité humaine, des libertés individuelles et de la vie privée des citoyens. Chers compatriotes, la protection des données personnelles n'est pas une affaire réservée aux seuls spécialistes ou aux administrations. Elle est l'affaire de tous. Pour les institutions publiques, les entreprises et les associations, elle implique notamment le respect des obligations légales, au premier rang desquelles figure l'accomplissement des formalités déclaratives auprès de la PDP. Ces formalités sont essentielles. Elles permettent de garantir la transparence des traitements de données, de prévenir les abus, de renforcer la confiance des citoyens et de sécuriser l'environnement numérique national. Ces formalités permettent à la PDP d'exercer pleinement ses missions de contrôle et de régulation visant à s'assurer que nos données personnelles sont traitées de manière licite, loyale et sécurisée. J'invite donc solennellement tous les responsables de traitement à se conformer à ces obligations devant la PDP. Mesdames et messieurs, l'année 2025 a marqué une étape importante dans l'histoire de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Elle a été marquée tout d'abord par le lancement du tout premier master en droit du numérique, fruit d'un partenariat stratégique
avec l'université Kouroukanfouga de Bamako. Ce master vise à former une nouvelle génération de juristes et d'experts capables d'accompagner la transformation numérique de notre pays dans le respect des droits fondamentaux. L'année 2025 a également été celle de la célébration du 10e anniversaire de l'APDP. 10 ans d'engagement célébrés à travers des panels de haut niveau et un colloque international qui ont réuni des experts nationaux et internationaux autour des grands enjeux contemporains de la protection des données personnelles. Aussi, en marge de la célébration de ces 10 ans, les présidents des autorités de protection des données à caractère personnel du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont scellé une alliance à travers la signature d'un protocole de coopération technique appelé cadre de concertation des autorités de protection des données à caractère personnel des pays membres de l'AES. Le président de la Haute Autorité de la Communication a animé un point de presse ce mercredi 28 janvier 2026 afin d'apporter des éclaircissements sur la situation de la régulation des web médias suite à une rencontre de la HAC avec l'Association des professionnels de la presse en ligne Appel Mali. Pour plus de précisions, écoutons le président de la HAC au micro de Abdul Karim Sako et nous connaît pour Chérif la télévision. Il est apparu nécessaire pour nous d'apporter une clarification eu égard aux multiples interprétations et commentaires des échanges qui ont pourtant eu lieu ce jour entre la HAC et les acteurs des web médias dans un esprit de convivialité. Vous conviendrez avec moi que le paysage médiatique connaît aujourd'hui une transformation profonde, portée par le numérique, la multiplication des web médias. Cette évolution constitue une opportunité indéniable pour l'expression pluraliste et l'accès à l'information. Toutefois, elle s'accompagne également de défis importants, notamment en matière de professionnalisme, de responsabilité éditoriale et de protection des citoyens. C'est dans ce contexte que la régularisation de la situation juridique des web médias, entre parenthèses télé et radio, à travers la signature d'une convention avec la HAC est apparue nécessaire. Cette convention n'a pas pour vocation de restreindre la liberté d'expression, mais bien de permettre à ce qu'elle s'exerce dans le respect des lois, de l'éthique et de la déontologie journalistique au même titre que les médias traditionnels déjà établis. En réalité, il ne s'agit ni plus ni moins que de régulariser ces médias qui produisent et diffusent des contenus via Internet et qui participent pleinement à l'information, à l'éducation et au divertissement de la population. C'est dans cet esprit qu'un projet de décret aussi a été initié sur la presse en ligne qui prend en charge ces médias nouveaux. Au regard de tout ce qui précède, la nécessité de conventionner ces web médias s'impose pour permettre à la HAC de réguler les contenus diffusés sur ces médias via Internet, tel que prévu par l'article 5 de l'ordonnance portant création de la HAC. Pour l'encadrement des réseaux sociaux, je m'empresse de vous dire tout de suite que ce n'est qu'un projet de texte du secteur de la communication en cours d'examen par le gouvernement. Ma grande surprise, pour ne pas dire notre grande surprise, fut notre surprise de voir les commentaires se cristalliser sur ce point. Certains ont affirmé que la HAC se prépare à faire payer 4 millions de francs CFA à tous les détenteurs de pages qui ont plus de 15 000 abonnés. Ces commentaires sont inexacts et relèvent de la désinformation. Il n'a jamais été question dans les projets et au cours de cette rencontre de faire payer les utilisateurs des réseaux sociaux, notamment ceux qui détiennent des pages, que ce soit Facebook ou autres groupes de GAFAM,
ou tout autre réseau social, je vous le redis, il n'a jamais été question, dans les projets et au cours de cette rencontre, de faire payer les utilisateurs des réseaux sociaux, notamment les pages Facebook ou tout autre réseau social. Actualité chérifienne à présent, dans le cadre de sa tournée en terre ivoirienne, le fils du guide spirituel des Ansar, Assid Iba Aïdara, et sa délégation se sont rendus au village Troyade dans la fédération de Guémon ce mardi 27 janvier pour animer une soirée de prêche. Fatmata Yaya Kane pour les détails. Les fils du guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Iba Aïdara, communément appelé DGP, poursuit sa tournée de sensibilisation à travers la propagation des messages du vin en terre ivoirienne. Il a été chaleureusement accueilli par les habitants du village de Troya 2 pour une soirée de prêche dans la nuit de ce mardi 27 janvier devant une marée humaine composée des militants Ansar et sympathisants acquis à la cause de cette noble famille. C'est des mots de gratitude et de satisfaction du chef du village de Troya 2 qui ont débuté cette soirée. Je remercie la section du Guémon et la section du Cavali. Troya 2, c'est un petit village mais qui est grand. Je suis très content avec ma population ce soir d'accueillir notre hôte, le père spirituel. Je lui dis encore, bonne arrivée. Bonne arrivée à tous. C'est la paix que nous voulons. Celui qui est né, qui ne connaît pas Dieu, c'est qui n'est pas encore né. Pour le personne de Troya 2, je vous remercie infiniment. Je remercie tout le monde parce que chacun a œuvré pour que notre hôte soit à nos milieux. Ce n'est pas facile. Du Mali, en passant par le Burkina, la Côte d'Ivoire, Abidjan, Djigo et Djigo, Troya 2. Troya 2 étant enclavé, notre hôte a tout fait pour être chez nous ici. Je vous remercie. La population de Troya 2, c'est votre village. C'est le village de notre hôte. On a prié pour la paix, pour la réussite de ce village. Une première du genre, la présence du fils du guide spirituel des Ansar dans ce village est une chance pour l'ensemble de la population de Troya 2, exprimant leur sentiment de joie de recevoir Seyid Chérif Iba Aïdara. Ils mettront l'instant à profit pour faire des éloges de l'hôte de marque. Je ne savais pas qu'un jour les fils du guide pouvaient se déplacer du Mali jusqu'à un village enclavé appelé Troya 2. Vraiment, c'est du jamais vu, c'est incroyable. Ça nous a dépassé la joie même. Vraiment, on salue la fédération et tous les membres qui ont pu faire cette organisation à ce que les fils du guide puissent atterrir sur la terre de Troya 2. Vraiment, on leur dit un grand merci. Et ceux de la nationale et internationale, ainsi que la famille Serifoula aussi. Bon, la première des choses, on a fait première escale à l'église catholique. On est parti les saluer. De là, on a continué sur le chef du village, le chef Guéré. Après ça, on allait saluer la grande mosquée. C'est les 3 visites qu'on a pu effectuer quand le fils du guide est arrivé. Puisque un jeune qui presse pour la jeunesse, en tout cas c'est très important. Parce que l'avenir est dans la main des jeunes. Parce que ceux qui sont déjà vieux, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent plus faire. Mais nous les jeunes, on a la force, on peut faire tout. Mais s'il vient nous parler lui-même de la jeunesse, vraiment c'est très important. Parce que si la jeunesse est gâtée, ça veut dire qu'il n'y a pas l'avenir. C'est la jeunesse qui prépare l'avenir. Parce que c'est une association. Une fois que tel est fini, tu peux adhérer dedans. Parce qu'en écoutant les conseils aussi, ça peut t'aider à bien guider ta cour aussi. Parce que si tes enfants sont bien éduqués, ça peut t'aider à préparer toi-même ton avenir et puis leur avenir. Après les interventions, les fils du guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Iba Aïdara, s'est beaucoup réjoui
de la grande hospitalité de la population de Troya 2. La prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam par bon nombre de personnes a mis fin aux travaux de cette soirée de prêche. Les militants Ansar des Bata ont rencontré les fils du guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ahmed Tidjane Aïdara, dans le cadre du programme d'activité de sa tournée en Guinée équatoriale. C'était à travers une conférence débat tenue le mardi 27 janvier sous le thème rôle des femmes musulmanes dans leur foyer. Ce cadre a réuni de nombreuses participantes afin de venir s'imprégner des enseignements spirituels et éducatifs des Sid Ahmed Tidjane Aïdara. Kafoune Bachili pour le commentaire. C'est dans une abondance de joie que les femmes Ansar des Bata en Guinée équatoriale reçoivent le prince héritier de la famille chérifienne. L'objectif est de venir renouveler leur amour et engagement envers Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara et sa progéniture. Cette rencontre avec les femmes militantes et sympathisantes Ansar de Bata à travers une conférence débat s'est déroulée sous le thème « Le rôle des femmes musulmanes dans leur foyer ». Les braves militantes Ansar des Bata ont suivi avec attention le thème de la conférence développée par Seyd Chérif Ahmed Tidjane Aïdara sur les droits et devoirs, les recommandations et interdits qu'enseigne la religion aux femmes musulmanes. Autre fait majeur de cette rencontre, les militantes Ansar des Bata ont offert une copie du Saint-Coran et une béquille à Seyd Chérif Ahmed Tidjane Aïdara en guise de remerciement pour ses efforts au profit d'un islam de paix. Avec un grand sourire, le fils du guide spirituel des Ansar a affiché un sentiment de satisfaction par rapport à cette conférence débat. Comme de coutume, les bénédictions ont été formulées pour tous. Voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale avec Moussa Fomba. Des violentes détonations ont été entendues dans la nuit de mercredi à jeudi, près de l'aéroport international d'Uri Amani de la capitale nigérienne à Niamey, situé à quelques kilomètres du centre-ville. Débutées aux environs de 23h GMT, ces détonations ont duré près de 2 heures, a constaté un correspondant d'Anadolu. Les crépitements d'armes de petit et gros calibre ont été entendus à des kilomètres à la ronde. Selon une source militaire à Nouvelle-Afrique Information, des individus présentés comme des terroristes lourdement armés et circulant en moto ont tenté de prendre pour cible l'infrastructure militaire. D'après cette même source, la réaction rapide des forces armées nigériennes ont permis de repousser l'attaque. Un bilan provisoire fait état de 6 assaillants tués, 2 capturés, ainsi que de plusieurs armes et munitions récupérées. Les autorités militaires n'ont pas à ce stade communiqué officiellement de chiffres alternatifs. Aucune information indépendante n'a encore permis de confirmer de manière formelle l'identité des assaillants, l'ampleur exacte de l'attaque, ni d'éventuelles pertes du côté des forces de défense. Le bilan communiqué reste donc provisoire et susceptible d'évolution. Tripoli critique les consultations régionales sur la Libye en son absence. En cause, une rencontre à Tunis réunissant la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie et une représentante de l'ONU pour la Libye consacrée au processus politique libyen. Toute discussion relative à la Libye doit être menée avec la participation directe du ministère des Affaires étrangères en tant qu'autorité compétente officielle, a martelé la diplomatie libyenne. L'exclusion des autorités libyennes porte atteinte à la souveraineté nationale et fragilise la crédibilité des initiatives engagées, indique le ministère du gouvernement d'unité nationale dans un communiqué obtenu par Sputnik. Tripoli s'est également déclaré ouvert à toute démarche internationale sincère, à condition qu'elle respecte pleinement la souveraineté libyenne. La Libye est divisée en 2 gouvernements qui ne se reconnaissent pas. Le premier, soutenu par l'ONU, est dirigé par Abdelhamed Beba et basé à Tripoli. Le second, investi par la Chambre des représentants, dirigé par Oussama Hamad et soutenu par le maréchal Khalifa Haftar. Des responsables américains ont tenu des réunions privées avec des militants prônant l'indépendance de la province canadienne de l'Alberta, qui partage une frontière avec les États-Unis, a rapporté le Financial Times, citant des sources. Selon ces sources, les dirigeants du projet de prospérité de l'Alberta, un groupe sécessionniste albertain de droite, ont rencontré des représentants du département d'État à Washington à 3 reprises depuis avril dernier.
Ces mêmes sources affirment que les représentants du mouvement cherchent également à organiser une autre rencontre en février, notamment avec des responsables du Trésor américain, afin de solliciter un prêt de 500 milliards de dollars auprès des États-Unis pour financer la province en cas de victoire au référendum sur l'indépendance. Le département d'État américain a confirmé entretenir des contacts réguliers avec des représentants de la société civile, tout en soulignant qu'aucun engagement n'est pris lors de ces rencontres, a noté Financial Times. La Maison-Blanche a également déclaré n'avoir apporté aucun soutien aux initiatives du mouvement et ne leur avoir fourni aucune garantie. Le 24 février, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré que la province canadienne de l'Alberta pouvait organiser un référendum sur l'indépendance, la qualifiant à cet égard de partenaire naturel de Washington. Selon lui, le gouvernement fédéral canadien limite le potentiel de la province en s'opposant aux initiatives visant à construire un oléoduc reliant son territoire à une portion de la côte pacifique en Colombie-Britannique. Le président américain Donald Trump avait auparavant appelé le Canada à rejoindre les États-Unis et à devenir le 51e État. Le dirigeant américain avait alors qualifié le premier ministre canadien Mark Carney et son prédécesseur Justin Trudeau de gouverneur. Les autorités canadiennes ont toujours rejeté cette possibilité d'adhésion. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé à son homologue américain Donald Trump d'organiser un sommet trilatéral sur l'Iran, a rapporté le journal turc pro-gouvernemental Hurriyet. Selon le journal, Erdogan a évoqué cette initiative lors d'un entretien téléphonique avec Trump le 27 janvier. Le dirigeant turc a proposé l'organisation d'un sommet réunissant les États-Unis, l'Iran et la Turquie, probablement par visioconférence. Trump serait favorable à la proposition d'Erdogan, précise le journal. Le journal rapporte également que le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi devrait se rendre en Turquie en fin de semaine pour s'entretenir avec son homologue turc Hakan Fidan. Aucune date précise n'a été annoncée. Les derniers entretiens téléphoniques entre les plus hauts diplomates turcs et iraniens ont eu lieu le 28 janvier et ont porté sur les récents développements concernant l'Iran et les efforts déployés pour désamorcer les tensions dans la région. Ankara espère que la situation avec l'Iran se réglera par la voie diplomatique, a déclaré mercredi soir Akif Çağatay Kılıç, conseiller du président Erdogan pour les affaires étrangères et la sécurité, à la chaîne de télévision TRT Haber. Selon M. Kılıç, la Turquie maintient qu'une ingérence étrangère dans les affaires iraniennes ne produira aucun résultat positif. Les États-Unis font pression sur le Venezuela pour qu'il réduise la présence de la Russie, de la Chine et de l'Iran, a déclaré le secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale américain Marco Rubio. Pour la première fois en 20 ans, nous avons des discussions sérieuses sur la réduction et l'élimination de la présence iranienne, l'influence chinoise et la présence russe. En fait, je peux vous dire que de nombreux éléments au Venezuela sont favorables à la reprise des relations avec les États-Unis sur de multiples fronts, a-t-il déclaré. Il a reconnu que Washington ne pouvait se livrer à de telles activités tant que le président vénézuélien Nicolás Maduro était à Caracas. L'érosion de l'influence iranienne, russe ou chinoise, rien de tout cela n'aurait été possible tant que Maduro était au pouvoir, a-t-il déclaré lors d'une audition devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Nous avons aujourd'hui une réelle opportunité, non seulement pour instaurer un changement systémique au sein de ce pays, grâce à notre aide, a-t-il déclaré, ajoutant que l'administration américaine considère qu'il est de sa mission de veiller à ce que le Venezuela ne soit plus la base d'opération principale de tous nos adversaires géopolitiques. C'est ce qu'était le Venezuela sous Maduro, et c'est ce que nous espérons et entendons changer, a-t-il souligné. Selon lui, le Venezuela, avec Cuba et le Nicaragua, constitue la principale présence d'influence de la Russie dans l'hémisphère occidental. Ne soyez pas dans une course à la visibilité, soyez dans une course à la connaissance et à la compétence. Point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et bonne prière du vendredi.